Ce mois-ci, le 25 juin pour être précis, nous célébrons le centenaire de la naissance de l'un de nos cinéastes préférés, Sidney Lumet. C'est donc le moment idéal pour revenir sur sa prestigieuse carrière en posant cette question simple, c'était qui, ou plutôt c'était quoi, justement, Sidney Lumet? Voici notre réponse subjective en 10 petites madeleines. Sidney Lumet, c'était tout d'abord des débuts dans les années 40 au théâtre à Broadway, puis l'entrée à la télévision, la chaîne CBS, pour la réalisation de près de 200 directs, avant le tournant en 1957, un premier long métrage et un premier coup de maître, classique instantané, 12 hommes en colère, d'après une pièce de Reginald Rose. Soit d'un côté un adolescent accusé de parricide et de l'autre 12 jurés qui doivent délibérer, soit la peine de mort, soit l'acquittement, mais le tout à l'unanimité. Et bientôt un homme, le juré numéro 8, Henry Fonda, seul contre tous. Okay, that's 11 guilty. Anybody not guilty? One. Right. Du coup, reprendre l'enquête pour convaincre et bientôt renverser le vote. Walk 43 feet down and open the front door, all in 15 seconds. You think he could have done it? Et enfin en point d'orgue, la scène du film, le juré numéro 10, toujours réticent à acquitter l'accusé, qui part dans une diatribe raciste, et les 11 autres jurés de se désolidariser en un mouvement, presque une chorégraphie inoubliable. What's going on here? I'm trying to tell you. You're making a big mistake, you people. This kid is a liar. I know it. I know all about them. Listen to me. They're no good. There's not a one of them who's any good. I mean, what's happening in here? I'm speaking my piece, and you... Listen to me. We're this kid on trial here. He's his type. Well, don't you know about them? There's a danger here. These people are dangerous. They're wild. Listen to me. Listen to me. I have. Now sit down and don't open your mouth again. Sidney Lumet, c'était ensuite, à la fin des années 50, un film avec Susan Strasberg et Henry Fonda encore lui, puis un film avec Sophia Loren et George Sanders, et puis en 1960, l'adaptation d'une pièce de Tennessee Williams, L'homme à la peau de serpent, pour une rencontre au sommet entre Marlon Brando et Anna Magnani. Who are you? What are you doing here? Did Miss Talbot talk to you about me? Et puis, toujours à la même période, l'adaptation théâtrale Encore, avec Long voyage vers la nuit, d'après Eugène O'Neill, pour un huis clos éprouvant qui voit une famille, Ralph Richardson le père, Katharine Hepburn la mère, Jason Robards et Dean Stockwell les fils, se déchirer dans des scènes sous tension, marquées notamment ici par un silence assourdissant et par des fondus enchaînés qui, comme leur nom l'indique, enchaînent, enferme, englu. Enfin, toujours début 60, un grand film longtemps oublié et que l'on redécouvre depuis peu, Le Prêteur sur gage, sur une musique de Quincy Jones, sa première pour le cinéma, avec Rod Steiger, survivant de la Shoah, qui tente de retrouver une vie normale, comme prêteur sur gage, dans une petite boutique à New York, mais cela ne sera pas possible, car bientôt les images qui assaillent, qui hantent comme des flashs subliminaux dans des séquences au montage inspirées d'Hiroshima mon amour d'Alain Resnais. Sidney Lumet, c'était ensuite, toujours début 60, une adaptation, décidément, d'une pièce d'Arthur Miller, mais aussi un thriller politique en pleine guerre froide,
Point limite, où le cinéaste retrouve Henry Fonda, cette fois en président des États-Unis, avec son traducteur Larry Hagman, contraint de négocier avec son homologue soviétique alors que des avions américains se dirigent par erreur vers Moscou pour y larguer la bombe. Mr. President, we have warned you again and again that this constant flying of armed aircraft... This is a mistake, over a Soviet serious territory mistake. cannot... I say it's a mistake. Et puis, dans un genre différent, et cette fois en couleur, Le Groupe, d'après un roman de Mary McCarthy, où l'on suit un groupe de 8 jeunes femmes, fraîchement diplômées, pleines d'espoir et portées par de hauts idéaux. And we believe, as we take up our separate roles, that it is only in achieving the highest personal fulfillment, the goal of our education, that each will make the greatest contribution to our emergent America. Et enfin, en 1965, le retour au noir et blanc et à la brutalité des hommes dans La colline des hommes perdus, première collaboration avec Sean Connery, avec, pendant la Seconde Guerre mondiale, dans le désert de Libye, une prison militaire britannique à la discipline très stricte et une colline comme punition, à monter et à descendre, à monter et à descendre, à monter et à descendre, jusqu'au moment où l'on décide de dire non. Stop! He's crazy! I said douse him! Sidney Lumet, c'était ensuite, dans la deuxième partie des années 60, un film d'espionnage adapté de John le Carré et une adaptation de La Mouette de Tchekhov. Et puis en 1968, en collaboration avec Joseph Mankiewicz et Eli Landau, le documentaire King de Montgomery à Memphis, un hommage à Martin Luther King quelques mois après sa mort, avec en archive les manifestations pacifistes et les répressions policières, mais aussi les discours à entendre et à voir, et les discours à entendre et à lire, et puis, toujours début 70, des retrouvailles avec Sean Connery, tout d'abord pour le gang Anderson, où il incarne un gentleman cambrioleur, fomentant, à peine sorti de prison, un nouveau coup spectaculaire, visant à cambrioler les appartements d'un immeuble luxueux. Un film qui décrit les prémices d'une Amérique paranoïaque, gangrénée par la surveillance, les micros, les caméras, déjà partout, et où la musique, les expérimentations sonores de Quincy Jones, encore lui, font merveille. Et puis au même moment, un autre grand film longtemps oublié et redécouvert depuis peu, The Offense, soit la banlieue anglaise hantée par des crimes pédophiles, et bientôt un suspect, Ian Bannon, face à un enquêteur aux pulsions violentes, Sean Connery, toujours lui. Un film étouffant, oppressant, et ce, dès le début du film, lors de cette séquence pleine d'audace, halo de lumière aveuglant, sur ralenti, expérimentation sonore du compositeur Harrison Birtwistle, bref, l'art de l'ouverture de film porté très haut. Sidney Lumet, c'était ensuite, dans la continuité des années 70, L'oppression toujours, avec Les yeux de Satan, d'après une pièce de Robert Marasco, et puis, au même moment, la rencontre décisive avec Al Pacino,
Tout d'abord en 1973 pour Serpico, où Pacino incarne un flic intègre dans un monde qui ne l'est pas, que l'on découvre imberbe en uniforme, puis avec lunettes de soleil et moustache, et enfin barbu avec un bob blanc en appartement, et barbu avec un bonnet noir sur les toits de New York. Bref, un personnage caméléon entre ombre et lumière. Et puis dans la foulée, un autre classique des classiques, Un après-midi de chien, inspiré d'une histoire vraie, pour un braquage insolite dans la chaleur de l'été, où Al Pacino se révèle quelque peu maladroit dans le maniement des armes, mais par la suite nettement plus adroit dans la maîtrise de la foule et des médias. All right, put him down, man. Put him down. You need a gun? What do I have? See this here? Look, I got nothing up my sleeve. I got nothing here either. All right? Want to see my pockets? Here, you need that gun, right? Sidney Lumet, c'était ensuite, toujours au mi-temps des années 70, une adaptation d'Agatha Christie avec Albert Finney en Hercule Poirot, mais aussi et surtout un nouveau classique des classiques, décidément, Network, qui prolonge l'intérêt de Sidney Lumet pour les médias, un film sur la manipulation des foules via le poste cathodique, avec deux scènes clés particulièrement glaçantes. Tout d'abord cette annonce de Peter Finch, qui vient d'être renvoyé par sa direction, qui annonce son suicide à l'antenne, mais dans l'indifférence générale. Since this show was the only thing I had going for me in my life, I have decided to kill myself. So what'd she say? I'm going to blow my brains out right on this program a week from today. 10 seconds to commercial. Oh. Et ensuite, Peter Finch, toujours lui, qui prend d'assaut l'antenne pour un coup de folie, de rage contestataire entré dans la légende, I want you to get mad. avec en parallèle le sourire satisfait de Faye Dunaway, directrice des programmes, qui dit tout le cynisme, car vouloir dynamiter la télévision en direct, se révolter dans l'arène, c'est créer à son tour un spectacle, bref, c'est être récupéré. So, I want you to get up now. I want all of you to get up out of your chairs. I want you to get up right now and go to the window, open it, and stick your head out and yell, I'm as mad as hell, and I'm not gonna take this anymore! Sidney Lumet, c'était ensuite, à la fin des années 70, une adaptation d'une pièce de Peter Shaffer et une relecture du Magicien d'Oz, The Wiz, avec Diana Ross en Dorothy et Michael Jackson en épouvantail, ce qui vaut bien un petit extrait bondissant, face à la Yellow Brick Road menant à la Big Apple. Et puis, en 1981, un nouveau grand film dont on ne parle pas assez, Le Prince de New York, dans lequel Treat Williams incarne un flic corrompu, ici avec ses collègues de la brigade des stupéfiants, qui décide de dénoncer, comme un lointain cousin de Serpico. Cela commence par des premiers contacts avec le FBI, dans un décor comme un symbole, un bureau de poste désaffecté, l'idée d'une rénovation, d'une reconstruction nécessaire. Et pour cela, il va falloir en passer par les micros cachés pour prouver, mais aussi par une protection policière devenue indispensable, car le danger désormais rôde partout, ce que montre bien le tout début du film comme un programme, l'art de l'ouverture, encore et toujours. What is it? The door. There's nobody there, Danny. Go on back to sleep. It's okay.
There's nobody there. Ciné-Lumette, c'était ensuite, au début des années 80, un huis clos sous tension avec Michael Caine et Christopher Reeve, mais aussi un film de procès dont on ne se lasse pas, Le Verdict, dans lequel Paul Newman incarne un avocat alcoolique au bout du rouleau, qui accepte pour se relancer un dossier délicat face à un grand groupe, le combat de David contre Goliath, synthétisé en une coupe de montage saisissante, une armada d'avocats emmenés par un James Mason impitoyable d'un côté, et Paul Newman seul avec son associé à la bibliothèque de l'autre. Enfin, toujours au début des années 80, encore un film longtemps oublié, que l'on redécouvre depuis peu, Daniel, d'après un livre d'E.L. Doctorow, soit un couple d'Américains, Mandy Patinkin et Lindsay Cruz, militants communistes dans les années 50, de tous les combats, de toutes les manifestations. Et bientôt un couple surveillé de près par le FBI, puis un couple arrêté et emprisonné. Mais un film qui se concentre surtout sur leurs deux enfants, un frère et une sœur qui participent impressionnés aux manifestations de soutien à leurs parents. Un frère et une sœur qui se rendent rituellement à la prison pour d'hypothétiques retrouvailles. Un frère et une sœur enfin qui fuient leur pensionnat et traversent New York seuls au petit matin dans une scène chair de poule rythmée par la voix du chanteur Paul Robeson. This little light of mine, I'm gonna let it shine. This little light of mine, I'm gonna let it shine. This little light of mine, I'm gonna let it shine. Let it shine, let it shine, let it shine. Ciné-Lumette, c'était ensuite, dans la continuité des années 80, entre autres un polar avec Jane Fonda et Jeff Bridges, un film de braquage All Stars avec Sean Connery, Dustin Hoffman et Matthew Broderick, ou un nouveau film sur la corruption dans la police, avec Timothy Hutton et Nick Nolte, mais aussi et surtout à bout de course, comme un prolongement de Daniel, avec un générique comme un symbole, une ligne blanche à franchir ou pas, et une image de route, de mouvement, de vitesse, qui résume la vie de l'adolescent River Phoenix et de son petit frère, enfant d'un couple de militants activistes condamnés dans les années 60 pour avoir fait exploser une usine de napalm, ce qui oblige désormais la famille à vivre cachée, se déplaçant en van d'appartement en appartement, mais une vie heureusement illuminée par quelques moments de communion familiale amenés à entrer dans l'histoire du cinéma, notamment celui-ci, rythmé par le Fire and Rain de James Taylor, Notre amour. Won't you look down upon me, Jesus? You gotta help me make a stand. Just got to see me through another day. My body's aching and my time is at hand. I won't make it any other way. Oh, I see fire and I see rain. Seen sunny days that I thought would never end. I've seen lonely times when I could not find a friend. Ciné-Lumette, c'était enfin des années 90 et 2000, par la force des choses un peu moins faste, avec tout de même un polar avec Andy Garcia, un film de procès avec Vin Diesel, ou une relecture du Gloria de Cassavetes avec Sharon Stone, et puis en 1995, l'écriture d'un grand livre sur le cinéma qui donne envie de faire des films, et en 2005, un Oscar d'honneur pour l'ensemble de sa si prestigieuse carrière,
On croyait alors la filmographie de Sidney Lumet terminée, mais c'était mal connaître l'énergie et la générosité du cinéaste qui va offrir en 2007, en guise d'adieu, un dernier grand film, 7h58 ce samedi-là, polar à nouveau, drame familial à nouveau, avec deux frères, Ethan Hawke et Philip Seymour Hoffman, acculés par les dettes, qui décident de braquer la bijouterie de leur mère, mais rien ne va se passer comme prévu. Alors la détresse d'Albert Finney, mari et père, qui va dès lors enquêter, comprendre et se venger, avec un ultime plan, si beau pour conclure 50 ans de cinéma, l'art non plus de l'ouverture, mais l'art de la clôture, face à la noirceur du monde, l'espoir d'une porte ouverte et d'une lumière au bout du couloir. Voilà, Sidney Lumet, c'était tout cela, ce qui est vraiment beaucoup, mais c'était aussi, et enfin, en guise de conclusion, une dernière scène très haut placée dans notre panthéon personnel, mais avant de la découvrir, et pour en profiter pleinement, plaçons, comme parfois, notre générique à nous avant l'extrait final, les titres des films et les ayants droit, plus 2 ou 3 autres choses, que voici, et donc cette dernière scène, l'ouverture d'un après-midi de chien, 3 minutes d'images documentaires de New York, un jour d'été, le temps d'une chanson d'Elton John, Amorina, avant de retrouver Al Pacino et ses acolytes en voiture devant la banque convoitée. L'idée pour Sidney Lumet que toute fiction doit s'ancrer au préalable dans une réalité, l'idée aussi d'un attachement viscéral à sa ville, New York, qu'il aura finalement filmé toute sa vie, l'idée enfin qu'il n'est pas de grande œuvre et de grand cinéaste sans audace, et l'ouverture d'un après-midi de chien est vraiment très, très audacieuse. Lately, I've been thinking how much I miss my lady. Marina's in a cornfield, riding in the deep breeze, living like a lusty cloud, running through the grass for hours, rolling through the hay, oh, like a puppet child. And when it rains, the rain falls down, washing out the cattle town. And she's far away somewhere, in her other down. And she dreams of crystal strings, of days gone by when we would lean, laughing, fit to burst on each other. I can see you sitting eating apples in the evening, the fruit juice flowing slowly, slowly, slowly from your body, living like a lusty cloud, running through the grass for hours, rolling through the hay, oh, like a puppet child. And when it rains, the rain falls down, watching out the cat on town. And she's far away somewhere, in her other down. And she dreams of crystal strings, of days gone by when we would lean, laughing, fit to burst on each other. Oh, if only I could miss her.